Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en format podcast. Parce que ça va être long. Donc c'est le moment idéal pour faire du ménage, du rangement, de la cuisine, du bricolage et ma voix en fond sonore. Comme ça, vous n'aurez pas l'impression de perdre votre temps. Aujourd'hui, on va parler de moi. Enfin plutôt de mon rapport au travail et mon rapport à l'existence. Oui, cette vidéo, entre guillemets, se veut un peu plus égocentrée que ce que je fais habituellement. Je vais vous parler de ma perception du travail, parce que c'est le seul truc que je connaisse de mon existence. Je ne peux pas vous parler de mes voyages, parce que je ne voyage pas. Et puis de toute façon, maintenant, on ne peut plus voyager. Comme ça, la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Je vais vous parler aussi de la crise sanitaire, du Covid, ainsi que des répercussions des mesures sanitaires. Car ça a beaucoup influencé mon travail, avec mon point de vue de nana issue de la classe moyenne, en mode philosophie de comptoir, ou plutôt philosophie de PMU. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Spinoza, de Nietzsche et de Platon. Si je décide de faire cette vidéo, c'est qu'en ce moment, ce n'est pas trop la joie dans ma vie, et ça dure depuis plusieurs années. Et mon mal-être s'est accentué depuis cette année, à cause de tout ce qui se passe avec le Covid, où je déréalise le monde du travail, ma propre existence, du pourquoi je suis sur Terre. Est-ce que le but de mon existence se résume à trimer et à payer des impôts et des taxes en tout genre jusqu'à ce que mort s'en suive? En tout cas, c'est bien parti pour. Si un jour j'ai des enfants, est-ce que eux aussi seront condamnés à avoir la même vie que moi? Même si nous ne faisons pas le même métier, je suis persuadée qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se retrouver dans ce que je vais dire. Comme je l'ai annoncé dans ma vidéo précédente, je suis toujours infirmière. Ça n'a pas changé. Ça fait maintenant 6 ans que je travaille à temps plein. Non-stop, sans arrêt maladie, sans congé mat. 6 ans que je bosse, et pourtant, j'ai l'impression d'être autant blasée que quelqu'un qui a 30 ans de service. Et j'entretiens une relation toxique avec mon travail. Je ne suis pas spécialement passionnée par ce que je fais, ou alors je l'ai été mais je ne m'en rappelle plus. Je pense que j'aime un minimum ce que je fais, sinon je ne ferai pas autant de bénévolat avec les heures supplémentaires, et je dirai toujours non lorsqu'on me demande de changer mon planning ou de revenir bosser sur mes jours de repos. Je suis sûre que lorsque ça sera la fin du monde et que ça sera l'enfer et la damnation sur Terre, je courrai au travail juste par habitude et ne sachant pas quoi faire d'autre. Oui, j'ai ce degré-là d'aliénation et bien plus encore. Je suis juste très reconnaissante d'avoir un salaire qui tombe à la fin du mois en me disant qu'il y a des milliers, voire même des dizaines de milliers de personnes qui rêveraient d'être à ma place. Que je ne me rends pas compte de la chance que j'ai, que je n'ai pas le droit de me plaindre et j'espère qu'un jour je me rendrai compte à quel point je suis quelqu'un de privilégié. On va dire que l'argent, c'est la seule motivation qui me pousse à me lever et c'est ce pourquoi je continue toujours de faire ce que je fais. Je suis comme une travailleuse du sexe, mais sans le sexe. Quelle triste existence, me direz-vous. On ne va pas se mentir, si la grande majorité d'entre nous travaillons, ce n'est pas par passion, c'est surtout parce que nous vivons dans un monde régi par l'argent, où l'argent est roi, et pour y accéder un tant soit peu honnêtement, on n'a pas le choix de bosser. Et vivre dans la précarité, ce n'est pas le truc qui fait fantasmer grand monde, et certainement pas moi. Si je suis devenue infirmière, c'est par le pur des hasards, je dirais. Et non pas par altruisme et par souci de secourir les autres. Et oui, je ne suis pas quelqu'un de bien et je ne le serai jamais. Que voulez-vous ? C'était à l'époque très bizarre, qui s'appelle le lycée, j'avais une pote qui voulait être infirmière. Et comme moi je ne savais pas quoi faire de ma couenne et qu'on m'a toujours dit toute mon existence qu'il fallait absolument que je travaille parce que ainsi va le monde, du coup je me suis dit, tiens, je vais faire comme la copine. Elle a l'air de savoir ce qu'elle veut dans la vie et c'est très bien les gens comme ça. En plus de ça, c'est 3 années d'études, ça passe vite, t'es assuré d'avoir du taf au bout, c'est pas comme à la fac, tu sais quand tu rentres, mais tu ne sais pas comment tu vas en ressortir. Parce que avoir un doctorat en sociologie pour se retrouver caissier à Super U, c'est un peu dommage quand même. Entre-temps, ma pote s'est désistée et moi j'étais lancée dans le truc. Donc j'ai continué dans cette voie ne sachant pas quoi faire d'autre de mon existence. Je pense qu'on est tous à peu près pareils. On s'engage dans une voie sans trop savoir pourquoi, sans la questionner, parce que c'est comme ça,
Et par la force des choses, on reste jusqu'à ce que mort s'en suive. Une vie de PNJ. J'aime beaucoup le concept de PNJisme élaboré par Teddy Boy RSA dans ses lives sur YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, PNJ veut dire personnage non jouable. C'est un terme qu'on retrouve dans les jeux vidéo qui désigne des personnages qu'on ne peut pas jouer et qui sont programmés pour dire telle chose ou faire telle action à un moment donné dans le jeu. Et il va toujours interagir de la même manière avec le personnage jouable. Avant, je disais « les gens sont des moutons, des suiveurs ». Maintenant, je dis « les gens sont des PNJ ». Je trouve ça un peu moins méprisant, même si dans l'idée, ça le reste toujours autant. Pour moi, l'exemple type d'un PNJ, c'est quelqu'un qui travaille sans être passionné par ce qu'il fait, comme moi, qui est satisfait de la vie qu'il mène sans se poser trop de questions et qui jouit des conforts de la société capitaliste. Comme moi, on va pas se le cacher. Qui obéit très sagement aux politiciens, qui forgent leurs opinions que par l'intermédiaire des médias, qui leur disent quoi faire, quoi penser et quoi ressentir. On le voit parfaitement avec ce qui se passe avec le Covid. Les médias ont dit « ayez peur du Covid et portez un masque ». Tout le monde a peur, tout le monde porte un masque. Au moment du Black Lives Matter, les médias ont dit « indignez-vous ». Tout le monde était indigné. Au moment de la Coupe du Monde de foot, les médias ont dit « réjouissez-vous ». Tout le monde était dans la rue. Désolée si je parais méprisante, parce que c'est totalement le cas, mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer. On est tous des PNJ. On ne maîtrise aucun paramètre dans nos vies, on est juste là sur cette planète et c'est au petit bonheur la chance. Ce qui m'a fait le déclic de mon ras-le-bol du travail encore plus que d'habitude, c'est depuis le confinement de ce printemps. Pour moi, ça a été une période difficile et qu'il l'est toujours autant, si ce n'est pas pire. Parce que maintenant, on en subit les conséquences en travaillant tout le temps avec des masques depuis le mois de mars. Et je vous garantis que travailler toute la journée avec un masque sur la gueule alors qu'il faisait plus de 35 degrés cet été, t'as un bref aperçu de la damnation éternelle et vu comment c'est parti, on va devoir porter les masques ad vitam aeternam. Déjà que bosser en soi, c'est pas une partie de plaisir, mais là, on atteint des sommets. Je suis très sceptique par rapport à l'obligation du port du masque, qui, par la force des choses, est devenue une nouvelle religion. Avec ses fidèles, ses missionnaires, sa doctrine, son salut, ses châtiments. 135 € d'amende pour non-port du masque en milieu public, ça fait cher payer. Du coup, t'adhères vite à cette nouvelle religion. Mais bon, c'est pour la promesse d'être sauvé du Covid. Si je peux me permettre de blasphémer avant que ça soit interdit, sinon j'irai rejoindre Marvel Fitness et Hervé Rissin 1111, les masques chirurgicaux ainsi que les masques en tissu ne protègent pas suffisamment des virus, voire même pas du tout. Quand je lis ou j'entends des témoignages de personnes qui ont chopé le Covid alors qu'elles ont toujours porté des masques et qui ont toujours fait rigoureusement attention, ça me fait doucement rigoler parce que ça prouve que les masques, le confinement et la distanciation sociale ne servent à rien. Et non, il ne faut pas renforcer ces mesures qui ne fonctionnent pas de toute façon, il faut radicalement changer de stratégie. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. La taille d'un virus se chiffre en nanomètres. On est sur du 10 puissance moins 9 mètres, soit 1 milliardième de mètre. Donc on est dans l'infiniment petit. Si on s'arrête à cette donnée, on se rend compte que les virus passent à travers tout type de tissu, puisqu'ils sont infiniment petits. Autant porter des visières en plexiglas, c'est bien plus efficace puisqu'ils sont opaques. Et en plus de ça, ça vous donnera un look très futuriste, pour ne pas dire autre chose. Pour faire simple, parce que la génétique c'est assez ardu, les virus grippaux sont des virus à ARN, acide ribonucléique. C'est ce qui constitue le matériel génétique du virus. Ils ne survivent pas très longtemps dans l'air car ils ont besoin d'un hôte pour survivre et répliquer. Et cet hôte, ce sont nos cellules. Des cellules qui contiennent de l'ADN, acide désoxyribonucléique. Suivant la nature du virus, ils ont besoin de cellules différentes. Par exemple, les virus grippaux ne sont pas les mêmes que les virus de l'hépatite. Ils ne se transmettent pas de la même manière et ne vont pas se répliquer au même endroit du corps humain. De plus,
Les virus grippaux ne survivent pas aux fortes températures. Et qu'est-ce qu'on a eu comme température cet été ? Tout le mois d'août, on a eu du 35 à 40 degrés, tous les jours. Soit le coronavirus est mort depuis le début des fortes chaleurs, soit on a affaire à une forme très atténuée du virus qui est beaucoup moins virulent et moins létal qu'au printemps, soit on a affaire à une forme mutée du virus, car une des particularités des virus à ARN, c'est qu'ils mutent très rapidement, ou soit on a affaire à un putain de virus qui a des super pouvoirs. Mais si c'est le cas, la deuxième vague d'épidémie aurait déjà eu lieu depuis bien longtemps. Pour rappel, à la fin du confinement, il y a eu tout plein de manifestations au sujet du Black Lives Matter. Les rassemblements en tout genre, notamment pour la fête de la musique et autres festivités. Sans oublier la fameuse rixe entre Tchétchènes et Maghrébins à Dijon, ou plus récemment la fusillade à Montpellier, où aucun des individus n'ont porté de masque. Et je suis sûre qu'ils n'ont pas eu d'amende. Et ça va, on va tous bien. La deuxième vague n'a pas eu lieu. Et là, comme on rentre en période hivernale, il va y avoir la grippe saisonnière. Comme tous les ans depuis l'aube de l'humanité. Comme tous les ans à la même période, je vais me choper une espèce de pseudo-grippe ou de bronchite bizarre parce que c'est la période de l'année où je suis la plus fatiguée, où j'ai le contre-coup des étés caniculaires. Comme tous les ans, à la même période, les gens les plus fragiles au niveau respi et cardio décompensent, ce qui fait que les services d'urgence et de réanimation sont toujours saturés. Ce n'est pas un phénomène nouveau qui date de cette année, c'est juste que nous n'avons aucune mémoire médiatique. Si vous avez du temps disponible devant vous, amusez-vous à taper sur votre moteur de recherche « service urgence » ou « réanimation saturée » avec l'année de votre choix. Et vous allez remarquer que, tous les ans, à la période automne-hiver, les services d'urgence sont saturés car il y a toujours eu des épidémies de grippe. Est-ce que les années précédentes, on a été en confinement ? Est-ce qu'il y avait un couvre-feu ? Est-ce qu'il y avait l'obligation du port du masque ? Est-ce que l'état d'urgence sanitaire était décrété ? Non, rien de tout ça. Alors pourquoi cette année, c'est différent ? Sans parler du fait qu'à chaque année qui passe, il y a des lits en moins en réa et aux urgences. Donc, forcément, ce sont des services qui sont très vite débordés. C'est mathématique, même moi qui suis stupide, j'arrive à le comprendre. Autre conséquence qui me pose quelques petits problèmes de conscience dans le cadre de mon travail, c'est le fait de fliquer les familles. Parce qu'autant il y a l'obligation du port du masque qui est assez contraignante en soi, malheureusement, on s'y fait, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui est problématique, dont la distanciation sociale, qui, elle aussi, par la force des choses, est devenue une nouvelle religion. Il me semble que pour le moment il n'y a pas d'amende, mais ça ne devrait pas tarder. Je travaille dans un hôpital au service gériatrique, c'est-à-dire EHPAD long séjour. Et depuis le début du mois d'octobre, les visites sont de nouveau restreintes. Parce que, attention, la deuxième vague arrive. C'est spécifique de là où je suis, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans les autres établissements, mais chez nous, les horaires de visite sont de 14h à 17h. La grande majorité des gens ont des horaires de bureau lorsqu'ils travaillent, c'est-à-dire 9h, 17h. Comment font-ils pour rendre visite à leurs parents hospitalisés alors qu'ils travaillent ? Mon esprit complotiste me murmure que c'est une volonté d'isoler les personnes âgées. Mais bon, nous n'allons pas l'écouter. Ceci fait partie de ces petits trucs qui m'énervent depuis la crise du Covid. C'est qu'on prive les personnes hospitalisées de leurs proches comme s'ils étaient punis de quelque chose. Pour certains d'entre eux, c'est vital de voir leurs proches. Je le rappelle, être hospitalisé, ce n'est pas une partie de plaisir. Tu ne fais pas un petit tour à l'hôpital parce que tu ne sais pas quoi faire de ton dimanche après-midi. Combien de personnes j'ai vu se dégrader juste à cause de l'isolement ? Vous allez me dire, au moins, elles ne sont pas mortes du Covid. Alléluia. Elles sont juste mortes d'autre chose, mais ce n'est pas grave. Bon, j'en reviens à mon histoire de flicage de famille. En quoi consistent nos journées de travail depuis le premier confinement ? En plus du travail qu'on fait habituellement qui occupe bien nos 8 heures de présence au sein de l'hôpital, il faut maintenant vérifier que tout le monde porte bien son masque, qu'il soit bien mis, et ne pas hésiter à faire des remarques si celui-ci n'est pas bien porté. Vérifier que tout le monde se soit bien passé du chat, qu'il n'y ait pas trop de monde dans la salle à manger ou dans les chambres. Être vigilant que les visiteurs ne soient pas trop près des patients. Les empêcher de s'embrasser ou de s'étreindre,
au nom de la distanciation sociale, et bien leur rappeler qu'ils enfreignent les règles et que c'est à cause d'eux que les mesures sont de plus en plus drastiques. Non, ce n'est pas de l'exagération, sinon cette vidéo n'aurait pas existé. Et nous en avons reçu explicitement l'ordre par nos supérieurs. Mais ce n'est pas tout. Depuis le mois d'octobre, le cadre des visites s'est endurci. Les familles doivent maintenant prendre des rendez-vous pour dire à quelle heure et quel jour elles souhaitent venir. Tous les débuts d'après-midi, nous avons une liste de personnes qui sont censées venir entre 14h et 17h. Et il faut vérifier s'il y a une bonne concordance entre les gens qui sont censés venir et la liste des rendez-vous. Si les familles n'ont pas pris au préalable un rendez-vous, il ne faut pas les accepter. C'est-à-dire que les gens n'ont plus la liberté de venir quand ils veulent voir leurs parents hospitalisés. Il n'y a que pour les personnes en fin de vie, considérées soins palliatifs, où il n'y a pas de restriction au niveau des visites. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que chaque personne âgée est techniquement en fin de vie, même si leur mort n'est pas imminente. Donc, personne ne devrait être privé de voir sa famille. Bref, c'est comme ça. C'est une logistique à mettre en place qui est hyper contraignante, autant pour les visiteurs que pour les soignants. Mais bon, il paraît que c'est pour notre bien à tous. Et comme ça, on n'aura pas le Covid. Je ne sais toujours pas pourquoi je suis devenue infirmière, mais je ne suis certainement pas devenue infirmière pour fliquer les gens. Et en plus de ça, ça me rajoute du boulot. Donc, merde. Si c'est pour apporter autant de contraintes, autant rester en confinement. Paradoxalement, on avait plus de liberté à ce moment-là. Bon bah ça tombe bien, on est de nouveau en confinement. Lol. Ce qui me dérange également, c'est que ça donne cette impression que les soignants n'ont que ça à faire. Comme si on n'avait pas assez de boulot en temps normal. Mais bon, là, j'ai la sensation d'être la seule à le penser. Et sans compter le fait que nous soignants, nous devons être hyper rigoureux sur le port du masque et les gestes barrières. Parce qu'attention, si le Covid arrive dans notre service, ça sera forcément de notre faute, puisque nous sommes le seul lien entre l'extérieur et les patients. Bosser en soi, ce n'est pas génial. Bosser avec un masque l'est encore moins. Mais venir bosser avec un masque plus la responsabilité d'être un vecteur de contagion, c'est très culpabilisant. Pour être sûr de ne pas choper le Covid, la direction de mon CHU, qui elle-même reçoit des ordres par ses supérieurs, l'ARS, le conseil régional et tout ce beau monde, nous ont demandé de porter un masque dès la sortie de notre voiture jusque dans les vestiaires. Et même lorsqu'on se change, on doit garder notre masque, alors qu'avant, on pouvait arriver dans les vestiaires sans notre masque. Et c'était très bien comme ça. C'était les dernières minutes de liberté sans masque avant 8 heures de taf. Et je vous garantis que j'ai des collègues qui gardent leur masque pendant qu'elles se changent. On vit dans un monde où il suffit juste qu'une autorité te dise ce que tu dois faire pour que les gens exécutent. Quand on entend certains spécialistes qui préconisent le port du masque à la maison, je suis persuadée qu'il y en a qui le feraient. Parce que si tu es arrivé à ce stade où tu portes ton masque alors que tu es tout seul dans ta voiture ou tout seul dans la rue, pourquoi pas le garder lorsque tu es chez toi? Parce que là, on est à ce stade de la pure obéissance aveugle. Enfin bref, chacun voit midi à sa porte. Depuis le début du mois de novembre, une nouvelle procédure est entrée en vigueur. Il faut maintenant que nous notions nos temps de pause sur un registre, l'heure d'arrivée et de départ de la salle de pause avec nos noms. L'explication donnée par mon cadre, c'est qu'au moment de la pause, c'est le seul moment où on enlève notre masque pour manger, où il y a plus de relâchement, où on fait moins attention aux gestes barrières. Et si au cas où un soignant a le Covid, c'est pour savoir avec qui il a été en relation et pouvoir contacter les personnes. Parce que c'est vrai qu'il est bien connu que le Covid se cache derrière la machine à café. Par contre, les médecins et les cadres n'ont pas besoin de marquer leur temps de pause et ne sont pas soumis à cette obligation, car ce sont des personnes naturellement immunisées par leur statut social. Il n'y a que le petit personnel qui est contagieux. Faut le savoir. C'est surtout aussi parce qu'ils ne prennent pas la pause avec nous, car on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Sachez que c'est quelque chose qui me met vraiment en colère. Mais je crois que ce qui me désespère le plus, c'est que mes collègues jouent le jeu et acceptent de noter leur pause,
alors qu'on nous aurait présenté le truc en tout début d'année ou les années précédentes, le registre serait passé directement dans la broyeuse à papier et on aurait crié au scandale à la surveillance de masse. Je trouve que c'est une atteinte à nos libertés. Mais bon, comme là c'est pour le Covid, c'est forcément pour la bonne cause. Moi je vous le dis, le Covid a le dos très large en ce moment. Le 10 novembre, tout le personnel a dû passer le test PCR, les nouveaux tests où on a les résultats en un quart d'heure, 20 minutes. On ne connaît pas nos résultats. Il n'y a que la direction de mon hôpital qui sait. Si nos tests sont positifs au Covid, c'est la cadre supérieure qui prendra contact avec nous pour connaître la procédure à suivre. On ne m'a pas appelé, donc j'en déduis que mon test est négatif. Je ne vous parle pas de l'absurdité de passer un test alors qu'on est asymptomatique, à part faire gonfler les statistiques, avoir des faux positifs. Et nous utiliser comme cobaye pour tester les nouveaux tests, c'est tout ce que ça fait. Ce qui me pose encore souci, c'est le fait que la direction a le monopole sur notre santé, qu'on n'a pas forcément le choix de passer le test et qui a connaissance des résultats de nos tests alors que nous ne le savons pas. Au niveau du secret médical, on est quand même assez limite. Mais bon, comme personne sur bif et que j'ai l'impression d'être la seule à pas trouver ça normal, je me dis que c'est moi qui ai un problème et qui suis perdue pour la France. Chaque semaine qui passe, les mesures sont de plus en plus contraignantes. Mais comme elles arrivent en douceur, elles sont présentées pour notre bien, et bien ça passe. Et personne n'y voit d'inconvénient. Et comme me l'a fait remarquer une collègue, une incohérence de plus, ou de moins, eh bien on l'accepte, sans la remettre en question. Parce que ça fait partie d'un tout incohérent depuis le mois de mars. J'avoue que c'est une très bonne stratégie pour instaurer des mesures liberticides. Pour moi, j'ai l'impression de vivre un épisode de Black Mirror. Et à le vivre, c'est franchement moins divertissant. J'avais envie de faire cet état des lieux, pour que vous puissiez comprendre pourquoi en ce moment je n'ai aucun plaisir à aller au travail. Et en plus de ça, je me dis que ça fait un témoignage par rapport à la crise sanitaire. Pour ceux qui se le demandent, je suis dans une région qui est très épargnée par le Covid. Au moment du premier confinement, le moment où on a atteint le pic de l'épidémie, nous n'avions pas eu de cas de Covid. Depuis cet automne, depuis la soi-disant deuxième vague, on a quelques patients atteints du Covid qui sont très âgés et qui ont des comorbidités. Et ça va, ils vont à peu près bien, sachant qu'ils sont déjà dans des états très précaires avant le Covid. Pour l'instant, on n'a pas de mort. On a plus de cas positifs, mais pas de mort. Donc est-ce qu'on peut appeler ça une deuxième vague ? Après, là, on part sur un autre débat et ce n'est pas spécialement ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Bon, vous allez me dire, depuis le début de la vidéo, tu nous casses les couilles avec ton taf. Mais as-tu envisagé la reconversion professionnelle ou rejoindre le FC chômage ? Alors, vous vous doutez bien que j'y ai déjà songé très sérieusement, plus d'une fois ces dernières années, et encore plus depuis cette année 2020. Le problème, c'est que je me retrouve exactement dans le même état d'esprit que lorsque j'étais au lycée. C'est-à-dire que je ne sais toujours pas quoi faire de mon existence. À la différence, c'est que j'ai pris 10 ans dans la gueule, je suis beaucoup plus fatiguée, plus dépressive, je ne me vois pas du tout reprendre des études parce que j'ai l'impression d'avoir assez donné avec ça et je n'ai pas du tout envie d'être dans une salle de classe et porter un masque de manière gratuite. Au moins au travail, je suis payée à le porter. Quitte à faire la pute, autant être payée. Tout quitter, bien sûr que je ne rêve que de ça. Mais pour faire quoi ? J'ai l'impression que maintenant c'est trop tard. Bah oui, avec ces histoires de confinement et de métiers qui sont jugés inutiles pour la survie du pays, comme les services de la restauration, tout ce qui a trait à la festivité, les bars, les boîtes, les festivals, tout ce qui a trait à la beauté, les salons de coiffure, d'esthétisme, les salons de tatouage, les commerces qui ne sont pas des grandes surfaces, et je suis sûre qu'il y a plein de corps de métiers que j'oublie, t'as un choix de reconversion professionnelle qui est très restreint. Si j'ai envie de tout quitter pour devenir coiffeuse et ouvrir mon salon, je ne suis pas sûre de pouvoir tenir sur le long terme, car au moindre nouveau confinement, je serai obligée de fermer, donc je ne pourrai plus faire de chiffre d'affaires et mon business ne durera pas très longtemps. Même chose si j'ai envie de travailler dans la restauration, ou monter mon entreprise de je ne sais pas quoi. Maintenant, ce n'est plus une question de développement personnel, que nous avons des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Il y a de ça aussi.
C'est juste l'État qui nous empêche littéralement de faire certains métiers. Oui, j'avoue, c'est plus facile d'accuser les autres que de se remettre en question, mais quand tu vois la réalité, c'est difficile de penser autrement. Et comment les choses vont évoluer dans les années à venir ? Quel autre corps de métier va être jugé inutile par l'État et sera obligé de fermer au moment des confinements ? Si ça se trouve, les smicards d'aujourd'hui seront les bourgeois de demain, tellement qu'il n'y aura plus de boulot. Ou alors ceux qui auront toujours leur taf seront submergés de taxes et d'impôts pour pouvoir payer les chômages techniques des autres. Donc c'est une superbe perspective de vie qui s'offre à nous. On adore. Ce qui me fait souffrir en ce moment, encore plus que de porter un masque tous les jours ou de voir nos libertés diminuer de mois en mois, c'est le conformisme. Le conformisme des gens autour de moi, de ma famille, de mes collègues, des personnes que je ne connais pas, et de mon propre conformisme. Le conformisme, c'est le fait de se conformer, d'adhérer à une norme, une habitude, d'avoir une attitude passive face à ce qui se passe, face à l'inégalité, à l'injustice, en se disant que c'est tout à fait normal. C'est d'être choqué par les personnes qui ne veulent pas se fondre dans la masse. C'est de rapporter aux autorités supérieures ceux qui ne suivent pas le droit chemin, en échange d'une récompense. C'est de se rassurer dans ce que l'on croit être juste, être bon, sans se rendre compte que nous ne sommes pas maîtres de nos propres pensées et de nos propres croyances. C'est de confier notre responsabilité à une tierce personne pour ne pas avoir à réfléchir, ni prendre de décision, parce que c'est trop effrayant. Une vie de PNJ. C'est dans les moments de crise que l'on voit qui nous sommes réellement et quelle est notre véritable nature. Depuis la crise du Covid, qui n'est pas finie et qui ne finira peut-être jamais, j'ai fait la connaissance de mon véritable moi. J'ai découvert, même si je le savais déjà, une personne totalement soumise à l'autorité, qui a peur de dire ce qu'elle pense et qui est lâche, car elle renie ses valeurs pour avoir une vie confortable. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour gagner de l'argent tous les mois ? J'ai un degré de PNJisme qui atteint des sommets en ce moment. J'aimerais tellement porter mes couilles et arriver au boulot sans masque et dire « fuck the shit, vous me faites chier avec vos restrictions à la con ». Mais je ne le ferai pas, parce que je risque ma place. Je vais me faire cancelled par mes propres collègues. Et qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Moi qui suis si gentille et qui ne dis jamais rien. Je vais me faire réprimander par ma hiérarchie, comme un enfant. Je vais forcément décevoir les gens autour de moi. Et puis d'ailleurs, personne n'essaye de faire quoi que ce soit. Tout ce que nous sommes en train de vivre est devenu en quelques mois parfaitement normal. Pourquoi le remettre en question ? Il faut être dérangé pour vouloir vivre comme avant, sans masque, où on verrait l'entièreté de nos visages et voir nos sourires hideux, en se faisant la bise ou en se serrant la main pour se saluer, en se prenant dans nos bras pour exprimer notre affection. Ah, l'horreur, quasiment le nazisme. Sans parler des méchants virus qui nous attendent au coin de la rue. À ce qui paraît, ils sont pas très sympathiques. Heureusement que Bill Gates est là pour veiller sur nous avec son futur vaccin. J'ai si hâte. Je ne me suis jamais autant interrogée sur mon comportement, sur mon rapport au travail, mon rapport à l'autorité depuis le mois de mars. Ce conformisme ambiant qui me bouffe, mon propre conformisme qui ne me rend pas fière de moi. Je vois enfin mes chaînes qui m'emprisonnent et qui m'empêchent d'avancer. Jusqu'où est-on prêt à aller pour être sauvé du Covid ? Quand je vois mes collègues de travail, les plus aguerris d'entre elles à faire respecter l'ordre et la discipline, si je puis dire, empêcher les familles d'être trop près de leurs proches au nom de la sainte distanciation sociale, ou qu'elles viennent me voir pour me dire « Ah, j'ai repris le fils de Madame Untel qui a enlevé son masque pour embrasser sa mère » ou « Ah bah, dès que je suis sortie de la chambre de la fille de Madame Machin, elle a enlevé son masque, je vais faire une transmission ». Bah, je me dis que la révolution, elle n'est pas prête à se faire. Quand j'entends mon chef dire que ce qui le choque, c'est de voir les gens se faire la bise, eh bien putain mec, si le seul truc qui te choque de ton existence, c'est de voir les gens se faire la bise, c'est que t'as une vie géniale et on n'a pas la même vision de ce qui est choquant et pas les mêmes problématiques dans la vie. Quand mes cadres nous disent qu'il faut être vigilant à ce que tout le monde porte bien son masque et de surveiller les intervenants extérieurs ainsi que les familles, je me dis que je suis devenue un bon soldat. Et quand je vois les familles
me dire à quel point elle souffre de cette situation. Et que le seul truc que je trouve à répondre, c'est que nous sommes maîtres de rien et que nous ne faisons que subir, je me dis que j'ai atteint l'apogée de ma carrière. Lorsque j'entends confinement, couvre-feu, port du masque obligatoire, distanciation sociale, pas plus de tant de personnes à tel endroit, j'entends restriction de liberté, dictature, état fasciste, alors que j'ai l'impression que la plupart des gens entendent sécurité, bienveillance, réconfort, maîtrise de la situation. J'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce que pensent les gens et ce que moi je pense. J'ai cette sensation que les gens trouvent leur bonheur dans la restriction et le flicage, alors que moi ça m'angoisse terriblement et je n'arrive pas à trouver ce qui est rassurant là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de scission entre les Français qui sont épargnés par les confinements en continuant toujours de travailler et ceux qui souffrent des confinements, car il y a une cessation d'activité pour eux. Ceux qui continuent de travailler sont dans une espèce de bulle où ils se disent « Ouf, je suis épargné, je fais partie du bon côté de la barrière ». Ils sont plus dans le reproche des autres qui ne respectent pas les gestes barrières, qui ne portent pas bien le masque et qui disent que s'il y a un deuxième confinement, c'est à cause des gens qui manifestent et qui ne portent pas bien le masque. Et tutti quanti. On est tous en train de se surveiller et de s'accuser mutuellement, alors qu'on ne voit pas ce qui se passe au-dessus de nous. Au final, ce n'est pas à cause de Mamie Huguette, 75 ans, qui porte son masque sous le nez quand elle est dans la rue, que c'est à cause d'elle qu'il y a à nouveau un confinement. C'était une décision qui était déjà prise depuis bien longtemps. Et je sais que les gens n'aiment pas ça, parce que ça fait complotiste, parce que ça veut dire que le gouvernement est notre ennemi, que les décisions qui sont prises ne sont pas là pour notre bien. Et c'est plus facile psychologiquement parlant de se dire que c'est à cause des gens qui ne respectent pas les gestes barrières qu'on en est là aujourd'hui. Au bout d'un moment, il faut aussi arrêter d'être dans le déni. Si je suis autant obsédée par la liberté, c'est peut-être parce que dans ma vie, je n'en ai pas. Je ne sais pas ce que c'est d'être réellement libre, et je ne sais pas si je le serai un jour. Être libre de mes choix, de mes pensées, de mes actions, d'être libre de mener la vie que je souhaite, sans avoir à m'inquiéter de quoi que ce soit, de ne pas avoir à m'inquiéter pour l'argent, pour le matériel, ne rien devoir à personne, d'avoir une totale maîtrise de mon planning, de mon temps. C'est chiant d'avoir cette sensation d'avoir tout bien fait comme il faut, d'avoir toujours été une bonne citoyenne toute mon existence. On nous demande de porter un masque, ok, ça fait chier, mais on le fait, parce qu'on se dit que ça va bientôt se finir. Mais ça fait 8 mois que ça dure. Bientôt 1 an. Et aucune évolution favorable. Plus le temps passe, et pire c'est. Je ne parle pas de la dangerosité du virus, mais des décisions gouvernementales. Pour, au final, se rendre compte qu'on se fait avoir. Et voilà comment on est remercié. Par une restriction de liberté à cause de la menace d'une deuxième vague d'épidémie qui n'arrive pas. Et dire ça, ça équivaut à du blasphème. On ne peut pas remettre en cause la soi-disant dangerosité du virus. Parce qu'attention, le virus tue. Et il faut pas rigoler avec ça. Pour ma part, toutes ces mesures sanitaires, je le prends comme une punition. Ce qui démontre un caractère très égoïste de ma part. De toute ma vie, je me suis constamment sentie fliquée, infantilisée, punie, fautive, coupable, responsable de tous les maux de cette planète. Je me suis toujours remise en question et j'ai toujours fait des efforts pour m'améliorer. Et je suis persuadée que c'est la même chose pour vous. Mais à force de me sentir responsable de tous les maux de cette planète, et de traîner ma culpabilité pour plein de trucs depuis ma naissance, eh bien je finis par ne plus me sentir responsable de quoi que ce soit. Et je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose. De nos jours, est-ce que ça vaut toujours le coup d'être un bon citoyen ? Le prolongement des confinements, c'était et c'est de notre faute, parce que c'est nous qui sommes irresponsables. 135 € d'amende si tu ne portes pas le masque en lieu public. La prochaine étape, c'est quoi ? La tôle pour refus du port du masque ? La tôle pour faire de la résistance ? La tôle pour continuer d'ouvrir des commerces jugés non utiles par le gouvernement ? On va où, sérieusement ? Je me sens tout le temps dans des émotions négatives en ce moment. Je suis souvent de mauvaise humeur, je n'ai pas le moral, parfois je suis en colère, contre les autres, contre le gouvernement, contre moi-même, ou alors je me sens désespérée. Et je me sens surtout très impuissante face à ce qui se passe.
et je me rends compte que le peu de liberté que j'ai ne tient qu'à l'État de me le retirer ou non, et je vous garantis que nous sommes tous dans le même cas. Si vous ne le ressentez pas, c'est que vous faites partie des gens privilégiés. Mais ne restez pas trop longtemps dans le déni, car si la France s'écroule, c'est tout le monde qui en subira les conséquences. Un coup on est en confinement, un coup on l'est plus, mais c'est tout comme. Je n'arrive pas à m'adapter à ce nouveau monde. Ce monde masqué, où le port du masque est devenu une norme sociale, où tu te fais sermonner, tu te fais mal voir si tu l'enlèves, comme si d'un coup nous étions tous devenus des musulmanes, dont le masque serait notre voile. On a le droit de le mettre, mais on n'a plus le droit de le retirer. Ce monde où il faut remplir une attestation pour s'autoriser à sortir, car sans ça, on est considérés comme des délinquants et des irresponsables propagateurs de maladies. Ce monde où il n'y a plus de sociabilité, où il faut annuler des mariages, parce qu'il y a trop de monde, annuler des concerts, des festivals. Ce monde où il n'y a plus de divertissement, ni de culture, où tout est axé autour du travail, où il n'y a que ça qui compte. Un monde qui devient de plus en plus numérique, digital, où Amazon fait partie des grands gagnants de la crise. Ce monde où ce sont toujours les mêmes qui s'en sortent, et qui ne vivent pas notre réalité. Les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Les chiffres sont tombés. 10 millions de pauvres en France cette année 2020. On se demande bien pourquoi. Vous n'oublierez pas de remercier chaleureusement les génies qui ont eu l'idée de confiner la France. Je n'ai pas envie de vivre dans un monde où il faut à chaque fois s'adapter à de nouvelles contraintes. Et si on n'y arrive pas, eh bien on est pointé du doigt, en nous disant que c'est de notre faute si la situation est telle qu'elle est. Je ne supporte plus de voir tous les spots de propagande sur le Covid, que ça soit en audiovisuel ou en prospectus sur les devantures de magasins. Quand on aime quelqu'un, on s'en éloigne. À chaque fois, je me dis, mais c'est fou tout le fric qui a été investi là-dedans. En termes de propagande, l'URSS en a rêvé, la France l'a fait. Enfin bref. Pour terminer cette vidéo, je dirais que je suis très pessimiste par rapport à l'avenir. La dictature est en train de s'installer en France, doucement mais sûrement, et avec le consentement général de la population. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que je ressens lorsque je travaille. Après tout, on a le gouvernement qu'on mérite. Je suis très affectée par le fait que mes collègues ne le remarquent pas, et sont persuadés que tout ceci ne va pas durer longtemps. Je n'ai pas leur optimisme. Ou alors c'est moi qui ai un problème, et qui suis perdue pour la France. Ça tient la route aussi. Je suis très fatiguée de cette pression que je subis au boulot. J'ai l'impression qu'on vit tous une expérience sociale, et c'est très angoissant d'avoir la sensation d'être un cobaye. Jamais j'aurais pensé dans ma vie vivre un truc pareil. Si j'avais su plus tôt ce qui allait nous arriver, j'aurais fait des choix radicalement différents, autant professionnels que personnels. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Je me suis toujours demandé comment vivent les populations en dictature, comment c'est de vivre dans un pays du tiers-monde. Eh bah ça tombe bien, mon vœu va être exaucé. Il suffit juste de rester en France et de voir comment les choses vont s'empirer. Sur ce, je vais retourner à ma vie de PNJ pour amasser un max de moula, la bonne moulaga, avant qu'il n'y en ait plus, et puis si ça se trouve, ça ne servira plus à rien. Je vais continuer à être rentable pour ce système et continuer à chouiner sur internet, car c'est le seul truc que je suis capable de faire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, si c'est le cas. J'espère que je vous ai pas trop démoralisé. Je suis curieuse de savoir comment ça se passe pour vous au travail. Est-ce que vous aussi vous avez autant de pression par rapport au Covid? Ou c'est quelque chose qui est très spécifique au milieu hospitalier? Ou alors est-ce que vous faites partie de ces nouveaux pauvres? Je vous dis à bientôt, soit dans une prochaine vidéo, ou soit sur Twitter. Faites attention à vous, et puis bonne chance pour la suite. Allez, salut!